structure Oui, d'habitat on t'entend. numéro 1 des Mésines. La structure d'habitat numéro 1 des Mésines est une cabane circulaire dont nous connaissons les dimensions, l'architecture des parois incluant des fondations, les empilements et les accrochages des os entre eux, et les techniques d'élévation défense dans les alvéoles os longs emboîtés. Cette cabane s'est effondrée. Cette cabane est effondrée après son abandon entraînant le basculement de la plupart des ossements vers l'intérieur et desquels os seulement vers l'extérieur. Leur fracturation, leur fragmentation, particulièrement au point d'attache, perforation des os plats, épiphyse, creuset dans os longs, crâne, l'interprétation de l'amancement d'ossements comme une structure rituelle ou comme une rite d'abandon du site n'ont donc pas convaincante du fait de l'accumulation de preuves d'un effondrement après l'abandon. La difficulté méthodologique est ici de bien distinguer et de bien caractériser plusieurs processus du plus récent au plus ancien. Sédimentation et conservation de la structure effondrée, effondrement de la cabane, construction de la cabane, approvisionnement des ossements des cabanes. Mais même démonter, les données d'archives de la cabane de Mésine mettent bien en évidence le processus d'effondrement après l'abandon. En outre, la microstratigraphie, si elle avait été pratiquée, aurait sûrement mis en évidence le collage du loss du colmatage des parois préalables à l'effondrement de la cabane comme cela a été observé à Gontsey. Dans la construction de la cabane numéro 1 des Mésines se trouvent des os peints. Malheureusement, la peinture sur les os n'a pas été vue pendant les fouilles et le démontage de la cabane. C'est pourquoi, au moment de l'expérience de la reconstitution de la paroi, tous les os du niveau supérieur du décapage ont été démontés, à l'exception des crânes. La découverte des os peints a été faite plus tard dans le musée de zoologie à Kiev. En conséquence, dans les deux principaux ouvrages, la localisation des os peints est seulement signalée comme des os regroupés, probablement des objets d'un culte, je cite, des Shovkoplas, Epidoplichka, trouvés sur le sol des carrés 24 et 25 sans aucune précision de leur disposition. Toutefois, il faut noter que dans ces carrés larges de 2 mètres à 2 mètres, il faut bien préciser ça, la position exacte de chaque os peint n'est pas mentionnée par rapport aux autres os de la construction. D'après Shovkoplas, ces os peints, je cite, qui étaient situés sur la paroi de la cabane, ils sont ensuite tombés sur le sol, qui était réflexion qui est faite après la découverte de la peinture à musée zoologie. À la suite de cette découverte, Sergei Bibikov va proposer une autre interprétation, de voir des os peints comme, je cite, un ensemble musical qui était abandonné sur le sol de la cabane. Pourtant, l'analyse détaillée du carnet des fouilles et du plan de la cabane de 1955 permettent de mettre en évidence les dispositions exactes de ces os peints. Les 6 ossements peints de la cabane numéro 1 des Mésines proviennent des parties anatomiques des mammouths largement utilisées dans la construction des Mésines. Ce sont une omoplate, un bassin, 2 mandibules, un crâne et aussi un fémur qui porte en outre une gravure géométrique.
Concernant la disposition exacte de ces os décorés, il faut tout d'abord souligner que les os peints constitués de deux mandibules et du grand fragment d'une moitié droite du bassin étaient associés avec des os sans décor et un grand galet de pierre et empilés entre deux crânes avec des défenses dans leur alvéole formant le secteur sud-est de la paroi externe de cette cabane dans le carré 25. Un vestige de peinture géométrique rouge et jaune, aussi le crâne et jaune marque aussi le crâne d'un mammouth de la paroi extérieure nord de la cabane des Mésines. La décoration picturale est actuellement peu visible juste sur la partie frontale du crâne. Celle-ci révèle que la peinture était orientée vers l'intérieur de la cabane. La tradition du marquage des crânes des mammouths est également connue dans les cabanes numéro 1 et numéro 4 des Mejirich. Un décor peint est représenté sur la même surface des deux branches droites de deux mandibules emboîtées l'une sur l'autre en position oblique et orientées les parties ornées vers l'extérieur. Chaque mandibule possède un même décor mais individualisé. La surface de la partie droite d'un bassin de mammouth adulte porte une composition géométrique composée d'une grande tache et de lignes parallèles très peu visibles actuellement. Enfin, le fémur peint et gravé sans épiphyse avec un radius inséré dans sa cavité profonde a été trouvé à côté d'un autre fémur également sans épiphyse et d'un autre radius sans l'empilement d'ossements effondrés dans la partie centrale de la cabane, la ligne des carrés 25 et 32. Plus bas, au même endroit, se trouvent deux poteaux construits avec des os longs sans épiphyse plantés verticalement dans le sol, à l'intérieur de la cabane. Ces os longs plantés dans le sol et les os longs trouvés dans l'empilement appartenaient probablement au même système de poteaux cassés lors de l'effondrement de la cabane. Le décor pictural géométrique sur les deux faces, dorsale et latérale du fémur, est composé de lignes parallèles, courtes, obliques, et il faut aussi souligner euh, il faut aussi souligner qu'il y a une trait gravé sur cette fémur. Ces lignes courtes et parallèles superposées aussi des peintures superposées de couleurs jaunes sur une surface latérale. Un décor pictural plus élaboré est conservé partiellement sur une omoplate fracturée et restaurée après les fouilles. Hélas, le numéro d'enregistrement donné au démontage n'a pas été conservé. Après la restauration de l'omoplate, il a été rénuméroté dans le musée. Aucun de ces chiffres n'est cohérent avec la liste d'enregistrement de l'os dans la cabane et donc la position exacte de cette omoplate dans la cabane est perdue. Une composition géométrique est située sur une grande partie de la surface médiale et bien visible. L'utilisation des os peints dans la cabane numéro 1 des Mésines ainsi que la cohérence des motifs géométriques peints avec des motifs géométriques gravés, chevrons, zigzags et lignes parallèles, des statuettes et de certains types de parures et d'outils du même d'habitat, révèlent que la cabane, c'est-à-dire l'habitation, appartient à un même système de marquage de nature socio-symbolique pratiqué dans l'habitat des Mésines. Exemple le plus caractéristique du type d'habitat complexe avec des structures en os de mammouth est donné
par les fouilles actuelles en cours de Goncy, qui était qui était en cours d'étude et fouilles par François Ginjan, moi-même, avec collaboration Anne-Marie Moigne et d'autres personnes, des archéologues et zoologues. Le site de Goncy est situé à 140-20 km environ au sud-est de Kiev, près de Lubny, dans le vallée de l'Oudaï, un affluent de la Soula qui rejoint le Dniepr. Le site est situé sur un versant orienté au nord, sur un promontoire découpé par les lits d'un système de ravines qui descendent du plateau, à 20 mètres environ au-dessous du lit actuel de la rivière. Les études géologiques ont montré que le promontoire sur lequel l'habitat a été installé avait une superficie d'environ 50 par 30 mètres. Il a été découpé à l'est et à l'ouest par deux ravines fossiles, se rejoignant, actuellement comblées. Deux niveaux archéologiques, le niveau supérieur et le niveau inférieur, sont situés à partir de 2 à 3 mètres sous la surface du sol actuel suivant les endroits. Les 11 dates radiocarbone ANMS obtenues sont exceptionnellement groupées entre 14 670 BP et 14 110 BP. Après calibration, la datation du site est située dans la fourchette 18 370 et 17 107 calibrés BC. Les fouilles dans le paléoravine oriental révèlent que le niveau inférieur correspond à l'événement unique d'un troupeau naturel composé d'individus, des femelles d'âge variable, des subadultes, des juvéniles et des bébés. En fait, cette zone d'accumulation des carcasses des mammouths de la paléoravine a été largement exploitée par le groupe humain qui a prélevé près de 80% des ossements comme matériaux de construction des cabanes et comme combustible des foyers. Les carcasses des mammouths ont été très largement exploitées par le groupe humain qui n'a laissé que des os entiers et en bon état de conservation, pattes, côtes, vertèbres et os hyoïdes, souvent encore en position quasi anatomique mélangée à des outils en silex et en matière dure animale et avec de nombreux foyers. Les résultats des études sur l'accumulation des carcasses des mammouths de Goncy ont été publiés en plusieurs reprises. En résumé, cette accumulation dans la paléoravine orientale est en relation directe, stratigraphique, taphonomique et fonctionnelle avec l'habitat à la cabane en os des mammouths du promontoire. La zone des habitations se trouve sur le promontoire, sur une ligne approximative nord-sud. Cette structure en os des mammouths en a été découverte. La cabane numéro 1 est une cabane circulaire de 6 mètres de diamètre à fondation et parois en os des mammouths. Elle a pu être reconstituée à partir de 80% à partir des archives de Sherbakivsky, Levitsky et travaux de Siergin. La cabane numéro 1, construite sur une fondation circulaire de 28 crânes de mammouths, élevée au moins de gros ossements de mammouths, était entourée de 9 fosses. La cabane numéro 2, située à l'ouest de la précédente, a été découverte en 1998 pendant nos fouilles. Elle a été exceptionnelle par sa petite taille et la lisibilité de la structure. Il s'agit d'une petite cabane ovalaire avec ses matériaux de construction fonctionnels intacts en os des mammouths.
Un fragment de crâne avec des alvéoles en position centrale, un fémur, une humérus, deux défenses entières des mâles adultes d'une longueur et des alvéoles des crânes. Sur le sol de la cabane, on était découvert un marteau en bois de renne, une défense de jeune mammouth gravé, un bassin de jeune mammouth portant des traces d'ocre et des outils sur côte des mammouths. Les fouilles ont continué sur le promontoire et ont mis en évidence d'une grande surface de 90 mètres carrés avec deux niveaux d'occupation qui sont ici des zones d'activité de plein air. À la suite des fouilles menées plus au nord, à la limite de ces zones d'activité, la cabane numéro 3 a été découverte. La cabane numéro 3 est une grande cabane ovalaire de dimensions 7 à 8 mètres. Elle est caractérisée par un grand nombre de défenses d'omoplates et un nombre réduit de bassins d'os longs et de crânes. L'inventaire complète aussi 4 pierres, dont un grand galet, un granit rose et une dalle de schiste noir, mais aucune bois de renne. La cabane numéro 4 a été découverte à 2 mètres à l'est de la cabane numéro 3. La cabane numéro 4 est dimension 4 par 2,6 mètres. À l'inventaire de la cabane montre la préférence pour 4 types d'os de mammouth. Elle est constituée d'un ovale de 15 crânes, de 24 défenses et des os plats, des omoplates et des bassins. Une des défenses possède de courtes lignes transversales peintes de couleur rouge. Entre ces deux cabanes, numéro 3 et numéro 4, a été décapée une zone d'activité avec des os longs enfoncés verticalement dans le sol et qui ont servi de poteaux. Ces modes d'utilisation des os longs se retrouvent aussi à l'intérieur de la cabane numéro 1 des Mézines et Mégirich. La continuation des fouilles plus au nord a révélé encore une nouvelle construction en os de mammouth, la cabane numéro 4. La distance entre ces deux cabanes numéro 4 et numéro 5 est de 2 mètres. À l'est, une zone dérégée des cendres de foyer est située sur une ancienne fosse comblée. La cabane numéro 5 est une grande structure circulaire avec un enclos intérieur de 8 mètres de diamètre, une cabane intérieure et une zone d'activité intermédiaire. Le pourtour extérieur de la construction est composé de 32 crânes de mammouths d'âge varié, adultes, subadultes et juvéniles. Ce pourtour de la cabane a été composé avec des os longs, des os plates, omoplates et bassins et des mandibules groupées. Dans la structure centrale de la cabane se trouvent 4 crânes de mammouths adultes et une concentration importante de défense. 14 bois de renne et 10 pierres, galets et de granit et dalles de schiste ont été également trouvés dans la structure. Dans la partie sud et sud-est du pourtour extérieur de la cabane se trouve une rangée de mandibules posées côte à côte. Sur une mandibule des mammouths a été posée une crâne d'une très jeune mammouth qui termine le rang des mandibules des mammouths. Si la composition d'une mandibule avec le crâne d'un bébé mammouth a été unique, les compositions des mandibules dans le pourtour extérieur des cabanes est bien connue à Mézines et à Kostionki 11. La cabane numéro 6 a été découverte
à 1 mètre de plus à l'ouest de la cabane numéro 5. À proximité, 2 vidanges de foyers et un extérieur au nord et au sud-est et une grande fosse ou une structure allongée numéro 7 au nord. Dans la cabane numéro 6 est une construction. La cabane numéro 6, c'est une construction ovalaire de 4 à 6 mètres. La partie centrale a une profondeur de 50 cm. La partie nord de la cabane est horizontale. Sur le sol a été découvert des vestiges de squelettes de marmottes avec des traces de dépeçage. La zone des accumulations se trouve, la zone des habitations se trouve sur un promontoire orienté sur une ligne approximative nord-sud. 7 structures en os de mammouth ont été découvertes, parmi lesquelles il faut noter 5 grandes cabanes et une petite cabane. Des fosses entourées de constructions en os de mammouth. Des zones des activités variées et des zones dérégées ou des potoirs sont situées entre les cabanes et les fosses et au-delà des cercles de fosses. Plusieurs foyers extérieurs ont été découverts. Des os longs enfoncés verticalement révélant la présence de poteaux. En fait, la caractéristique principale de la planigraphie des structures d'habitat du site de Gonsi est la disposition groupée des 4 cabanes en os de mammouth sur la partie nord du promontoire, avec large vue sur la vallée de la rivière. La 5e grande cabane numéro 1 par la découverte et la petite cabane numéro 2 par la découverte sont situées 10 mètres plus au sud des autres cabanes groupées. La diversité et la variabilité d'utilisation des mêmes matériaux, c'est-à-dire des grosses os de la carcasse des mammouths, sur la construction des cabanes des Gonsi sont mises en évidence. La comparaison de la planigraphie des structures d'habitat des Gonsi avec celle des structures d'habitat de 2 sites les plus proches de Braničevka et Mejirić montre une ressemblance certaine, surtout avec la planigraphie de la cabane numéro 1 entourée des fosses à Gonsi. Et en même temps, se révèle l'originalité des autres structures avec 4 cabanes groupées, des tailles et des formes variées situées à une dizaine de mètres plus au nord. La suite des fouilles et des recherches détaillées en cours et la comparaison approfondie avec les autres sites à cabanes à os du mammouth nous éclaireront sans doute sur la cause de la diversité de cette structure d'habitat. Et enfin, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Lyudmila, pour cette très intéressante conférence. Je demande si quelqu'un a des questions. Ils peuvent les directement dire ou l'écrire dans la chat comme ils préfèrent. Sergueï? Oui, j'en ai Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, Lyudmila, pour votre revue grandiose. C'était très impressionnant. Sergueï, c'est Sergueï. Sergueï Lev. Sergueï Lev, j'ai entendu ton accent. Et j'ai toujours attendu ton article. Hein. Tu sais ça. Qu'est-ce qui se passe? Lyudmila, si tu veux voir les visages de ceux qui parlent, tu peux enlever la condivision, comme ça tu verras leur visage. Comment je... PowerPoint. Tu peux aussi sortir du PowerPoint ou arrêter de partager. Si j'ai arrêté de partager, oui. Vous ne m'entendez plus? Oui, oui, on va t'entendre. On ne voit plus ton écran, mais comme ça, tu peux voir le visage de ceux qui te parlent. Voilà.
Voilà. Mais Bon, moi, j'ai toujours vois rien. Parce que tu dois ouvrir la page de Meet. Ah, d'accord. Page, attends. Enfin, celle où il y a la visioconférence online. Euh, Attention à ne pas sortir. Hein. je voudrais Bon, demander, je touche plus rien. Ok, Comme alors, ça. vas-y, Sergei. Bon, je vous écoute. Sergei, je t'écoute. Alors, la question personnelle, il y a quelques points de vue différents sur cette structure d'habitat circulaire. Et je voudrais demander quelle est votre interprétation de mode de fonctionnement de ces structures d'habitat. parle de Gonsi, On peut pas généraliser, mais examiner chaque particulier individuellement, chaque structure d'habitat. Si c'est la hutte ou si c'est la structure religieuse, où on peut dire quelques généralisations. Merci beaucoup, Sergei, pour ton question. J'ai bien précisé que nous avons un cours d'études. Tu l'as vu, les photos, tu l'as vu que le site il est immense, il est énorme. Tout ce que je peux dire actuellement, pour le moment, que comme vous avez vu, nous fouillons en succession. La suite nous donne, première chose que nous pouvons dire, que le site était les zones d'activité des plein air et les constructions étaient liées. Il n'y a pas d'interruption entre ça. Il n'y a pas cette idée qui commence à circuler qu'il y a 500 ans qui sont faits les foyers et après 300 ans, il fait une cabane. Ça, c'est pas possible parce que le microstratigraphie et stratigraphie, il nous donne le résultat clair que c'est contemporain. C'est première chose. Deuxième chose, comme vous avez vu par les photos et par les publications, que par rapport d'Abranichivka, par exemple, qui était très standardisé, en fait, il y a une petite cabane 4 mètres qui était une vraie cabane parce qu'on voit bien le foyer, petit foyer intérieur, on voit que les os sont effondrés, on voit les éléments qui sont d'accrochage, etc., etc. Donc, entouré des fosses à peu près de même taille et donc c'est très standardisé d'Abranichivka. Par rapport Gonsi, on voit que chaque construction, elle était différente. Donc, tout d'abord, ton question, tu voudrais me mettre sur les interprétations. J'ai dit que nous ne sommes pas encore sur les interprétations des Question qui 11, par exemple. Pardon? Question qui 11, par exemple. Question qui 11, j'ai bien dit ce que je pense et que j'ai présenté les résultats d'Alexandre Doudin avec ses collègues. Question qui 11, on voit bien que c'est 12 mètres, presque 12 mètres de diamètre. On voit qu'il y a un enclos fermé. Ça, c'est les os posés l'une à côté de l'autre, c'est un enclos, c'est un ceinture qui te donne, et en intérieur, on voit les résultats des zones d'activité. Donc, il faut continuer à faire les fouilles pour comprendre ça. Le problème, par exemple, chez nous, que nous gardons le site pour muséification. Donc, on ne peut pas fouiller, on ne peut pas, comme fait Shavka Place, enlever tous les os pour voir qu'est-ce qu'il y a sur le sol de la cabane. C'est pas possible. Par contre, les zones des activités de plein air, nous pouvons étudier à tous les points de vue. Et ça nous donne un résultat très intéressant que c'est vraiment des zones des activités, des zones dérégées. Par exemple, il y a une zone qui était étudiée par tracologue Galina Sapojnikova qui donnait fabuleux résultats, qu'il nous donnait qu'avec les outils en silex et
la zone était bien définie comme le travail du pot des animaux, des travaux sur le bois en particulier. Voilà. Merci beaucoup, Ludmila. Merci beaucoup, Sergej. Il y a d'autres questions? Eh, vas-y, Eva. Oui, j'ai une remarque. Bonjour, Ah, attends, François, il y avait Eva qui avait levé la main. Ah, vous Et m'entendez? surtout les femmes d'abord. Oui, on t'entend bien, on te voit bien. Merci Ludmila pour cette très belle présentation. C'est vraiment un travail formidable que vous faites là-bas. Je suis très impressionnée aussi que vous ayez trouvé des ossements en articulation. J'ai pas bien compris si c'était l'articulation anatomique du mammouth ou si c'était articulé par les hommes pour configurer l'architecture. Articulation sur quel sens? J'ai pas compris. Vous avez dit qu'il y avait des os qui étaient emboîtés les uns dans Ah oui, il y a les œufs. Il y a il y a les œufs qui sont les os longs par exemple. Ils sont creusés et il y a l'os long qui était implanté sur l'autre os long. Et c'est pas unique pour Gonsi. Sur Dobranichevka, sur Mizine, sur Mijirich, il y a ce type d'emboîtement, ce type pour construction. Ça a été systématique. Il y a autre chose, par exemple, une crâne des mammouths et dans lequel il y a les défenses qui sont implantées, mais c'est pas il y a avec ces défenses, avec les défenses des autres individus. Par exemple, alvéole, il était vide, et il y a une autre défense, autres individus des mammouths qui sont plantés. Ça, c'est en plus en inverse de temps en temps. Et tout ça, c'est dans le pourtour de la cabane, de la construction d'ossements. Ça, c'est très intéressant. C'est ça qui est votre question? J'ai bien répondu? Oui, plus loin, est-ce que vous avez réussi à savoir la profondeur des os qui étaient 40 cm, par exemple, les os longs étaient plantés dans le sol à 40 cm. Les os longs creusés, ils sont creusés, ensuite ils sont plantés et c'est à peu près jusqu'à 40 cm. Donc, vous pouvez avoir une idée un peu des zones qui étaient vraiment habitées. Ah oui, bien sûr. Par rapport aux zones qui ont l'air d'être des zones de circulation, qui sont en circonférence, qui sont autour d'une zone principale, c'est ça? J'ai bien compris. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais dans mon conférence, je voudrais mise en évidence que c'est les structures très, très particulières, très complexes. Vraiment faire beaucoup d'études et réflexions approfondies pour comprendre quand c'est les structures effondrées. C'est ce que je voudrais montrer, j'espère que vous avez bien compris, des Mizines. C'est un exemple qu'on peut dire que cette construction était effondrée. C'est une construction qui était en hauteur et en volume et elle a été effondrée. C'est ce qui montre le démontage. Oui, oui, c'est bien visible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eva. François? François? c'était les questions d'un mâle blanc. Je ne sais pas, je vais voir sur mon agenda si on va possible. réfléchir, on va Vas-y, réfléchir. par Ça dépend exception, des parce que c'est questions. tard. Ça dépend des questions. Alors, allez-y. Je voudrais revenir sur la remarque de Sergej Lev. Je crois qu'il faut quand même affirmer clairement que ces sites sont évidents. Les zones d'activité, les structures d'habitat, on ne peut pas se tromper, même dans le métro à 6 heures du soir. C'est d'une évidence que, naturellement, ceux qui fouillent en abri sous roche en Aquitaine ne peuvent pas comprendre. Ce sont des grands habitats de plein air avec des structures qui n'ont pas été remaniées par des activités plériglaciaires. C'est propre, c'est évident. La seule chose qui est compliquée,
c'est que les cabanes sont effondrées et qu'il faut les remonter en élévation. Et donc, la façon dont les os se sont effondrés comme un mikado, pour ceux qui jouaient à ça dans leur jeunesse, c'est un peu compliqué de les remonter dans leur situation originale. C'est pour ça que les études, comme dit Ludmila, sont... Mais la complexité n'est que là. La contemporanéité est évidente. La différence entre la zone d'accumulation de carcasses de mammouths dans les ravines et l'habitat sur le promontoire, c'est évident. Donc je crois qu'il faut insister là-dessus. Le dernier point sur lequel il faut insister, c'est que ce sont des habitations et non pas des temples, non pas des zones de méditation bouddhique ou de zones de réunion de sectes paléolithiques. Ce sont des habitats. Et je dirais que d'un point de vue scientifique, chaque fois que l'on ne comprend pas quelque chose, on va toujours chercher une interprétation qui est une interprétation de nature ésotérique ou religieuse. Je fais et à chaque fois, c'est ça. Un jour, vous finirez par tomber sur des toilettes et vous finirez par transformer le bidet en hôtel pour une religion inconnue. Alors, je crois qu'il faut revenir sur la réalité des choses. Ce sont des structures d'habitat et chaque fois que vous invoquez ou que nous invoquons des interprétations d'une autre nature, nous sortons du champ de la science et nous allons dans le champ du postmodernisme ou de la révolution de paradigme qui n'a rien à voir avec la science, évidemment. Donc, je crois qu'il faut revenir là-dessus. Ces structures sont simples et nous ne sommes pas avec des accumulations de stalagmites au fin fond des grottes des Pyrénées qui montraient qu'il y a déjà 200 000 ans, le néandertalien a une religion extrêmement sophistiquée. Il faut arrêter avec ces approches et il faut revenir à Gabriel de Mortillet à la fin du 19e siècle qui, lui, devait se battre contre un homme qui était né il y a 5000 ans. Et on est en train d'y revenir progressivement. Je crois qu'il faut dénoncer toutes ces interprétations faciles, pseudo-spectaculaires sur nous avons affaire à des activités rituelles. Chaque fois qu'on ne comprend rien à quelque chose, on invoque des activités rituelles. Voilà, je voulais insister fortement là-dessus parce que je trouve que depuis une dizaine d'années, il y a une tendance forte sur cette espèce de nouvelle mode que je ne comprends absolument pas en tant que scientifique. Ou alors à ce moment-là, dites-moi que la préhistoire n'est plus devenue qu'une pré-sociologie et qu'on peut dire tout et n'importe quoi en préhistoire, sous prétexte qu'en sociologie, on peut dire tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi en ce moment. Merci François pour cette précisation. Pardon, mais il y a encore deux questions. Oui, je veux répondre un petit peu et après on prend autre question. Vous saviez, au début de ma présentation, j'ai commencé par justement pour faire une petite palette des interprétations qui étaient faites. Et c'est ce qui est très intéressant, que tout au début des premières découvertes, les premières interprétations, c'est ou c'est d'amas des échecs ou des cultes. Donc, il faut bien préciser que il y a plusieurs, il ne faut pas dire où c'est ça ou ça. On dit que d'abord, les gens pensaient, les scientifiques ou même les amateurs qui commencent à faire les fouilles, les premières interprétations des ossements des mammouths, c'est des amas des échecs osseux. Ensuite, des amas de stockage d'ossements. Le lieu d'un culte ou d'un rituel. Et enfin, c'est à partir des découvertes de Gagarina par Sergei Zamyatin, qui était mise en évidence pour lui et qui était acceptée pour les autres, que c'est une habitation
C'est ça qui commençait à voir l'interprétation des habitations. Mais là, il y a autre exagération après, parce que après sa découverte, tout est devenu des habitations. Et en plus, il y a les habitations longues qui je ne sais pas comment on peut les tenir. Vous m'attendez? Oui, oui, on t'entend. Oui, Pardon. parce que j'entends un bruit. Et alors, bien évidemment que maintenant, quand on fait les recherches et les fouilles sur le grand surface, maintenant, on comprend qu'il y a plusieurs constructions différentes et les fonctions différentes. Il y a bien évidemment les habitations qui étaient pris un nom des cabanes. Il y a une grande, il y a les petites, mais il y a les enclos, les enceintes fermées, les murs allongés ou les murs. Et bien sûr, il y a les amas de stockage et des fosses de stockage. Et je n'ai pas parlé parce qu'il faut parler encore des heures et des heures, il y a aussi structure funéraire avec utilisation d'os de mammouth. Donc, chaque fois, c'est très difficile. Par exemple, je comprends Sergueï Liev, parce que Zaraï, c'est un site magnifique, extraordinaire, mais très, très compliqué. Hein. Et donc, pour interprétation, chacun peut présenter ses interprétations et voilà. Merci beaucoup. Il y a une question de Morgane Caligaro qui a écrit sur la chat. Elle voudrait savoir, est-ce qu'il est possible d'estimer le temps d'occupation de ces habitats? Des temps des occupations. Oui, par exemple, là, oui, je n'ai pas parlé, je prends un exemple de Gonsi. Il y a une habitation numéro 1 qui était fouillée encore par Sherbakivski, donc mais après, lui, c'est un conservateur du musée de Poltava et donc, comme tous les conservateurs, il conserve. Donc, il est conservé, la structure d'habitat, pas entière, mais il conservé, et était sous la protection des terres, en fait, c'est tout, parce qu'il est rempli par bulldozer, était redécouvrir par Siergin en 1781. Et donc, il est fait les travaux de démontage des cabanes numéro 1. Dommage, mais bon. Il est fait des démontages, mais grâce à ces démontages aussi, il a fouillé la surface. C'est ce que nous ne pouvons pas fouiller parce qu'on garde les sites entiers, on garde le niveau archéologique pour muséification. Lui, il a trouvé sur la tôle d'habitat, quand étaient enlevés les ossements de la cabane, il a trouvé les silex débités, les outils, et ensuite la sole était comme était beaucoup piétinée là, donc une cendre d'ossements était bien définie la terre. Ensuite, pourquoi je vous dis il faut faire ça avec corrélation qu'il y a Natalia Bilan qui était étudié les fonds des fosses qui étaient entourés de cette cabane, dans lesquelles, dans plusieurs, elle a trouvé au fond du fosse, ça veut dire quand les fosses sont creusées, au fond des fosses, elle a trouvé et défini que c'est les rennes qui étaient chassées en printemps. Donc, moi, je pense peut-être j'en ai su. Mon pensée est telle que les gens venaient au fin des printemps, ils sont d'abord creusés des fosses, et donc dans cette fonte des fosses, c'est pour ça qu'on trouve des ossements des rennes. Ils ne sont pas encore installés la cabane, mais ils sont déjà s'installer. Ils commencent à travailler, coucher, piétiner la terre. Donc c'est pour ça il y a le niveau fin archéologique qui était bien dédié. Et après, ils commencent à construire sur cette
plateforme, sur cette plage choisie, sur surface choisie, son habitat, son construction à ossements des mammouths. Alors, voyez, donc, à mon avis, il s'en arrive en printemps, il passe l'été et après, il commence et pendant l'été ou au début d'automne, il commence à construire ses habitations parce qu'il faut trouver ses os, il faut monter ses os, il faut construire ses cabanes. Donc, ça prend du temps. Voilà mon réponse. Un exemple, par exemple. Merci, Ludmila. Puisqu'il s'est fait un peu tard, et Morgane aussi, elle t'écrit merci dans la chat. Puisqu'il s'est fait assez tard, et d'ailleurs, moi, ils vont me sortir du labo bientôt. Et donc, j'y tiens. Larbi s'excuse, mais il a dû partir avant. Et il tenait à te saluer et à te remercier pour cette conférence. Je tiens aussi à te remercier beaucoup. Je remercie tous les participants. Je vous rappelle que la conférence a été enregistrée, donc ce sera posté après sur le site YouTube du Congrès de Meknes. Et donc, encore merci. Et je souhaite à tout le monde une très bonne soirée. Merci beaucoup, Martha. C'est très sympathique et très amical. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à tous qui écoutaient. Merci beaucoup à tout le monde et au revoir à la prochaine conférence. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci Ludmila. Merci. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir.